Coucou CH, hier j'avais sorti tous ces livres pour te faire la présentation de tous les livres que j'ai achetés en 2025 et je ne l'ai pas faite et je vous ai demandé si ça vous intéressait. A priori, j'ai eu 2 petits retours positifs, donc avant de ranger tout ça pour laisser place nette à mon bureau car une semaine de travail commence demain, je vais te filmer rapidement, promis, tous les livres que j'ai achetés en 2025. Pour beaucoup que je n'ai pas encore lu, que j'ai feuilleté, et voilà. Et je t'en dis plus. À tout de suite. Salut. Bon, écoute, je vais te faire une petite rétrospective de tous les livres que j'ai achetés en 2025. Ce sont des livres que j'ai pas tous lus. Il y en a beaucoup que j'ai commencé, que j'ai feuilleté, parce qu'il y en a beaucoup qui se feuillettent uniquement. Je vais commencer par te présenter les romans que j'ai achetés. Enfin, que j'ai achetés. Je crois que quasiment tous sont des livres que j'ai eus dans des boîtes à livres. Des boîtes à livres ou alors d'occasion. J'achète beaucoup de livres d'occasion. J'achète très peu de livres neufs parce que j'aime bien déjà les livres usés. Et je vais commencer donc par les romans. Alors, mélangés, hein. Il y en a que j'ai acquis dernièrement et d'autres début d'année et tout. Tout est en milli-mélo, donc je te présente les choses telles qu'elles arrivent. Elles sont placées sur mon bureau. Le premier livre que j'ai acheté, c'est Ravage de Barjavel. Barjavel, c'est un auteur que j'ai envie de relire. Que j'ai lu quand j'étais adolescente très jeune. Je crois que j'étais en 6e ou en 5e. J'ai lu mon premier Barjavel. Alors oui, quand j'étais jeune, quand j'étais petite, j'étais un rat de bibliothèque. À partir de, je crois, 7 ans. 7 ans, 8 ans, je n'ai plus touché à tout ce qui est Barbie, etc. J'avais quelques Lego. Je jouais avec quelques Lego parce que j'adorais les Lego. À Noël, je commandais que des livres. J'étais fan. J'étais passionnée par toute l'égyptologie ancienne. Tout ce qui est archéologie, etc. J'étais passionnée par les dinosaures, comme beaucoup. Aussi par l'histoire, la géographie. Donc à Noël, je commandais, et la science aussi. Donc à Noël, je commandais des télescopes, des microscopes, des livres sur, je ne sais pas si tu te souviens. Alors moi, j'habitais en Côte d'Ivoire à l'époque, mais on allait à la Bibliothèque de France, dans le centre-ville. Je me souviens avec mes parents, ils me disaient, choisis tes livres pour Noël. Donc j'allais dans le rayon beaux livres et le rayon pour enfants de livres d'apprentissage, etc. Et j'ai acheté toute la collection de Qui est-ce. Je crois que c'était Qui est-ce, Où est-ce, et c'était des livres où il y avait, par exemple, sur l'histoire. Qui est Napoléon, donc il y avait tout un topo sur Napoléon, sur Louis XVI, etc. J'avais plein de bouquins sur l'Égypte ancienne, sur l'archéologie. Je voulais être archéologue quand j'étais enfant. Et toutes les récréations, je les passais à partir du CM1. Je les passais à la bibliothèque. Donc mon délire, c'était de lire des bibliothèques vertes. Au début, les Michel, les Alice, j'adorais les romans policiers un petit peu pour les ados. Le Club des 5, je ne sais pas si ça te parle, en bibliothèque verte. Les Michel, je me rappelle, c'était Michel, il y avait un cheval. Il y avait une histoire je sais plus, d'un mec qui faisait de la course Formule 1, etc. Enfin, bref, je sais plus. Et après, quand j'ai écumé tout les bibliothèques vertes, j'ai voulu passer à autre chose. Donc je suis passée à Kessel, à Barjavel. Après, je suis allée dans la bibliothèque de mes parents, qui avait des bouquins philosophiques, ésotériques et spirituels. Donc c'est là que je me suis intéressée à la spiritualité. Le premier livre spirituel que j'ai lu, c'était Dr Raymond Moody, je crois. La vie après la mort, un truc comme ça. Et il m'a marqué à vie. Et là, je suis rentrée à pieds jointes dans tout ce qui était spiritualité et tout, puisque ma mère, elle faisait partie
en Côte d'Ivoire, du groupe théosophique de Côte d'Ivoire. Elle faisait des soins énergétiques et tout. À l'époque, elle faisait du Reiki et tout, machin. Donc voilà, pour te planter un petit peu le décor. Donc, tout ça pour revenir sur mon livre. Donc, je voulais relire du Barjavel. Et celui-là, je l'ai trouvé dans un... Tu sais, les boutiques qui vendent des livres d'occasion, là. Je crois que je l'ai eu à 1 euro. Je l'ai acheté à Avignon, à mon dernier voyage que j'ai fait à Avignon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, celui-là, je sais plus où je l'ai eu. Je crois que c'était dans une boîte à livres. C'est Jane Eyre de Émilie Brontë, que j'ai lu quand j'étais petite, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, en fait. C'est vraiment retourner dans des anciens romans comme ça. Donc ça, c'est un vieux bouquin. Il manque la couverture et tout. Je crois que je l'ai eu dans une boîte à livres. Et j'adore les livres anciens qui ont une patte comme ça, qui sont tout cornés, qui sentent le vieux et tout. Alors pas trop parce que je suis allergique, donc après j'éternue. Je vais y arriver, ouais. Je voulais voir la date du livre. Est-ce que je peux avoir? Librairie Fontenot, tout droit réservé, Poitiers. Ok, bon, j'en saurai pas plus, mais c'est un très très vieux livre. Sur les romans, aussi un bouquin que j'ai trouvé dans une boîte à livres à Avignon, de Robert Merle, Paris, ma bonne ville. Alors, Robert Merle, est-ce que j'ai lu un de ses romans? Parce que, en fait, maintenant, je lis beaucoup de bouquins ésotériques et tout, mais il y a une époque où je lisais beaucoup de... Mon kiff, en fait, c'est les romans historiques. Donc, j'ai lu beaucoup d'auteurs de romans historiques, que ce soit français, américains. Je te donne un exemple. Ken Follett, Les Piliers de la Terre, c'est mon livre préféré de tous les temps, par exemple. Après, j'ai lu des romans ésotériques, genre Da Vinci Code, tu sais, les livres de... comment s'appelle l'auteur de Da Vinci Code, là? J'ai plus le nom en tête, mais tu vois. Et Robert Merle, je ne sais pas si j'ai lu. Donc ça, c'est un roman sur la ville de Paris. Je vais me régaler. Je vais me régaler. Celui-là, je ne l'ai pas... Alors, je suis allée à Avignon en octobre. Je ne l'ai pas encore lu non plus. Tous les 3 que je viens de te présenter, je ne les ai pas encore lus. Ensuite, pour ce qui s'agit des romans, Bernard Werber, La boîte de Pandore et La prophétie des abeilles. Boîte à livres aussi, enfin boîte à livres, livres à donner au boulot dans mon entreprise. Donc je les ai trouvés, je les ai ramassés, bien entendu. J'ai lu Bernard Werber, La boîte de Pandore, que j'ai adoré, que j'ai lu en 4 jours, je crois. J'ai lu très rapidement. Alors, il y a beaucoup de pages, hein, il y a 433 pages. Je vais foutre ça là parce que je vais encore brûler un de mes livres. Là. Mais c'est écrit gros et franchement, c'est tellement facile à lire que ça se lit, ça pourrait se lire d'une traite. La boîte de Pandore et Askip, La prophétie des abeilles, c'est la suite. J'ai beaucoup aimé le thème qui est sur les hypnoses ésotériques régressives et sur l'Atlantide. Donc, super bouquin, je le conseille. La prophétie des abeilles, apparemment, c'est sur les Templiers. J'ai pas commencé à le lire. Mais voilà, je vais lire cette année. Hein. Tous les romans que je te montre là, je vais les lire cette année parce que j'ai décidé cette année de lire. Alors, je vais juste te montrer le livre que j'ai commencé à lire. J'ai décidé de lire tous les jours un petit peu. De lire tous les jours un petit peu et d'éteindre. J'arrive, hein, j'allume un peu les lumières parce qu'il commence à faire sombre. D'éteindre les écrans 1 heure avant de dormir, au moins. Si 2, ce serait bien, parce que moi, je suis une adepte de YouTube. J'adore regarder YouTube. Je passe ma vie sur YouTube. Je regarde pas la télé. Hein. Et le premier livre que j'ai ouvert cette année, je l'ai commencé hier. Et c'est Libérer votre créativité de Julia Cameron, que j'ai lu déjà 2 fois. 2 fois. Me semble-t-il. La première fois que je l'ai lu, je crois que c'était en 2018.
Attends, j'ai la date là. Je l'ai acheté comment? Quand? Je l'ai acheté le 6 mars 2019. J'ai acheté le 6 mars 2019. Donc, je l'ai lu une fois le 6 mars 2019. Je l'ai lu une fois. Là, quand j'ai acheté ce bouquin, c'est quand j'ai créé mon entreprise d'illustratrice et j'avais besoin d'explorer ma créativité. Et j'avais vu beaucoup de gens qui avaient publicité ce bouquin en disant que c'était magnifique. Donc, j'ai fait les pages du matin. Donc, en fait, Julia Cameron propose de faire les pages du matin tous les matins, 3 pages, et le rendez-vous avec son artiste intérieur une fois par semaine. Je l'ai fait pendant 3 semaines. J'ai laissé tomber. J'ai lu tout le bouquin. Est-ce que j'ai fait les exercices? J'ai dû faire 1 ou 2 exercices, pas plus, les contrats là. Voilà. Et bah écoute, j'ai recommencé à faire les pages du matin là, maintenant. J'ai commencé le 2 décembre, pas le 1er, puisque le 1er, je me suis réveillée, je n'étais pas chez moi, mais le 2 décembre. Une fois que j'étais à la maison, j'ai fait mes pages du matin. Et je lis le bouquin, on va voir où ça me mène. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que la 3e lecture est différente de mes 2 premières lectures. Sûrement parce que j'ai une perspective différente des choses, que j'ai évolué, que j'ai mûri. Et qu'il y a des choses qui ne me parlaient pas à l'époque, comme le lien avec son créateur, avec sa propre créativité. Tu vois, par exemple, elle dit « Il est impossible d'écrire les pages du matin sur une longue période sans entrer en contact avec une puissance intérieure inattendue. » À l'époque, je crois que je ne comprenais pas ça. Bien que je les ai utilisées pendant de nombreuses années avant de les réaliser, les pages nous conduisent à avoir un clair et fort sentiment de soi. Elles sont une piste qui, si nous la suivons, nous emmèneront vers notre propre intérieur, là où nous rencontrons à la fois notre propre créativité et notre créateur. Les pages du matin forment la carte de notre propre intérieur. Sans elles, nos rêves peuvent rester terra incognita. Je sais que ce fut le cas pour les miens. En utilisant les pages du matin, la vision intérieure se double de la force nécessaire à un changement important. Il est très difficile de se plaindre d'une situation matin après matin, mois après mois, sans être conduit à une action constructive. Les pages nous sortent du désespoir et nous emmènent à des solutions que nous n'aurions pas pu imaginer. Voilà, donc intéressant. C'est des choses peut-être que j'ai lâchées à l'époque et j'ai fait que 3 semaines parce que je ne voyais pas le sens de tout ça. Aujourd'hui, quelques années après, 2019, j'ai relu en 2021, donc ça fait 5 ans. Les choses ont vachement évolué dans ma perception des choses, de la vie, etc. Donc aujourd'hui, il me parle énormément, donc j'adore. C'était pas un roman. J'ai fait une parenthèse. Le roman d'après que je vais te présenter, ce sont des romans ésotériques de Gustave Mering, Le visage vert, qui est un... Alors, c'est celui qui a écrit Le Golem. Gustave Mering est un maître du genre fantastique. Avec ce que ce type de catégorisation peut comporter de restrictif, il importe aujourd'hui de rendre à Mering sa place pleine et entière dans le monde de la littérature. Ami de Rilke et de Max Brod, inspirateur de Kafka, il est l'un des plus grands aventuriers de l'esprit de l'époque moderne. Le visage vert est considéré comme son chef-d'œuvre. Alors, c'est un livre, c'est de l'écriture classique. Mering est né en 68, il est mort en 1932. Je crois que ce livre, il a écrit en 1920, un truc comme ça. Donc, si on n'aime pas les auteurs classiques, comment écrivent les classiques, les auteurs classiques avec beaucoup de détails, beaucoup de... Tu vois, des fois, ils sont très à rallonge sur certaines choses. Il est paru en 1916, tu vois. On peut ne pas aimer. Mais j'ai beaucoup aimé, surtout une partie très profonde. En fait, ce livre, il est très profond. J'ai découvert cet auteur en regardant la chaîne de LVDP, La Voix du Phénix.
une émission de Guillaume Attowell et Fred McParty. Je sais pas si tu connais cette chaîne. Et ils avaient fait une émission sur Gustav Meyrink et ils avaient dit que ces livres étaient très profonds, étaient très ésotériques et il y avait des clés à prendre à droite à gauche et je confirme. C'est un livre à lire avec beaucoup d'attention et avec... il y a de la profondeur, donc voilà, avec un autre regard, faut pas le lire comme on lit un juste roman, un simple roman, pardon. Je l'ai lu rapidement, hein. Je me suis remise à lire en cette fin d'année en fait. Et il y a un deuxième livre de Gustav Meyrink qui est où? Il est là. Que j'ai commencé. Voilà, il fallait que ma pile dégringole, bien entendu. C'est L'Ange de la fenêtre d'Occident. Donc j'ai commencé à le lire en décembre. Donc ça sera le deuxième livre que je vais lire avec... Donc j'aime bien lire un roman philosophique, ésotérique. Là, c'est du développement personnel, du développement spirituel. J'ai envie plus de dire que du développement personnel. Parce que finalement, ce livre est hyper spirituel. Et ça sera mon livre de lecture de roman. J'allais dire romanesque, romantique, mais rien à voir. Ensuite, pour ce qui s'agit des livres on va partir sur des livres sur l'astrologie. Allez, on va partir sur la section astrologie. Alors, dernièrement, j'ai lu Astrologie et religion du Moyen-Âge par Denis Labouré. Pour ceux qui connaissent l'astrologie, je ne présente plus Denis Labouré. Il corrobore des textes bibliques avec l'astrologie. C'est intéressant. Franchement, c'est intéressant. J'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu entièrement en très peu de temps. Mais je pense que c'est un livre à relire une fois qu'on a plus plongé dans l'astrologie. Dans l'Apocalypse, un nombre permet de déduire non la fin de la date de la fin du monde, mais l'époque d'un événement qui devrait précéder la venue de l'Antéchrist, la défaite de l'islam, que celui qui a de l'intelligence interprète le chiffre de la bête. Ce nombre est 666. Donc en fait, il revient sur des passages bibliques et sur l'interprétation par rapport à l'astrologie sur les placements de l'époque. Voilà. Tu vois, par exemple, pour Mahomet, Mahomet est né dans le signe de Scorpion, il est mort dans le signe du Scorpion, la destruction de la Kaaba dans le signe du Scorpion. Tu vois, c'est intéressant en fait, hein, mais il faut se plonger un peu plus. Je l'ai lu très rapidement. Mais il faudrait que j'y revienne à un autre moment, je pense. Je pense que j'étais pas dans les bonnes conditions pour lire ce livre à ce moment-là. Je l'ai lu quand je l'ai reçu parce que j'ai été très curieuse sur le coup. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'informations qui m'ont échappé. Donc ce serait un livre à relire. Je t'ai parlé de mes livres astrologiques, il me semble, hein, je ne sais plus ce que je t'ai mis dans la vidéo du bilan. Je t'ai parlé des livres d'Hadès. Manuel complet d'astrologie, donc ça c'est des livres sur l'astrologie traditionnelle. Je les ai parcourus, hein, je ne les ai pas lus de A à Z, mais je les ai parcourus pendant l'étude de ce gros bébé là, qui est l'astrologie décoder tous les secrets de cette discipline millénaire, avec Denis Labouré et Marc Queneux, qui sont deux pointures de l'astrologie traditionnelle. Voilà, donc ça c'est un bouquin d'études sur l'astrologie. Je crois que je t'ai expliqué qu'en fait il fallait suivre tout le livre de A à Z, parce que mon idée est de repartir. J'ai des notions d'astrologie depuis je m'intéresse à l'astrologie depuis une dizaine d'années et j'ai des notions d'astrologie parce que je lis beaucoup de trucs sur l'astrologie, je regarde des vidéos sur l'astrologie et du coup c'est des informations que j'ai cumulées au fil des ans. Mais je voulais mettre une structure à tout ça et pour mettre une structure, je me suis dit, comme dans le tarot, j'expliquais dans ma vidéo, qu'il faut revenir sur les principes de base, sur la tradition. Et Denis Labouré, Marc Queneux et Hadès enseignent la tradition
la tradition de l'astrologie. Voilà, je vais y arriver. Voilà, donc je me suis procuré ces bouquins. Et pour étudier ce livre de Denis Labouré et Marc Neu, il faut le suivre au début. Donc au début, il te demande de télécharger un logiciel d'astrologie traditionnelle et d'imprimer avec je vais y arriver, hein. J'ai pas encore mangé, hein. Il est 17h, j'ai pas mangé. Et sortir à travers ce... C'est peut-être pour ça que j'ai du mal à parler. Je vais y arriver. Pour travailler sur les thèmes, donc sortir les thèmes via cette application. Et travailler, donc il propose de sortir 10 thèmes et de travailler les 10 thèmes au fur et à mesure qu'on avance dans le livre. Donc c'est un gros travail. C'est pas demain la veille que je vais terminer, mais j'ai commencé et j'en suis pas mal long, pas mal. Les qualités premières des éléments, etc. Voilà, les 4 éléments, ça j'ai fait. J'ai même un classeur dédié à ça, à mon étude et tout. Les planètes sont à l'aise chez elles. Et là, il parle des planètes. Donc, je crois que je me suis arrêtée à la planète... Elles sont belles, hein, les illustrations. Je crois que je me suis arrêtée... Non, j'ai fait les dignités. Ben, les dignités, je les connaissais déjà quand j'ai étudié les décans. Voilà, donc... c'est hyper intéressant, mais il faut avoir du temps devant soi. Mais on n'étudie pas un domaine aussi vaste que l'astrologie en 2 jours. Et j'ai trouvé ce livre à Avignon, encore une fois, sur un marché là, de livres d'occasion, de brocante, je sais pas, des gens qui vendaient des livres d'occasion dans la rue. Je sais plus à combien je l'ai acheté, je crois que je ne l'ai pas acheté à plus de 3 euros. À 2 euros. À 2 euros, je crois. Je crois que c'était 2 euros. Ouais, parce que j'ai acheté celui-là. J'ai acheté avec... ah oui, ça, je ne l'ai pas présenté. On pourrait le classer dans la catégorie roman. J'ai acheté La vie de Nicolas Machiavel sur ce même marché-là, que j'ai commencé à lire dans le train. Donc, je ne sais pas pourquoi j'étais attirée par ce roman. Enfin, ce roman, cette biographie. La vie de Machiavel. Donc, on est sur 2 bouquins. Je crois que j'ai eu les 2 pour 4 balles. Voilà, j'adore. Donc ça, c'est l'astrologie déductive expérimentale, traité pratique des directions. Alors ça, c'est un tome 2, les interprétations. Il n'y avait pas le tome 1, mais on est sur l'astrologie traditionnelle. Voilà. Ça, c'est pour l'astrologie. J'en suis à combien de temps, là? 22 minutes, ça va. Je ne vais pas faire une vidéo de plus d'1 heure, je te promets. Et je la poste tout à l'heure. Ensuite, les livres sur... Ça, j'ai fait. Ça, ce sont les romans. Attends, je vais tout mettre à droite, là. Et... ça, c'est les romans aussi. Ça, c'est les derniers livres que je lis, que je vais mettre à part. Ensuite, je t'ai parlé à un moment donné des livres que je lisais sur la santé. Parce que comme je te disais, cette année 2025 et 2026, je mets un point d'honneur sur ma santé et sur ma santé physique et ma santé mentale. Et forcément, en fait, la santé passe par une bonne hygiène physique. Donc, je t'ai dit que j'avais repris la natation et tout. Une bonne hygiène mentale. L'hygiène mentale, notamment, on peut la trouver grâce à tout ce qui est méditation et aussi ce qui est respiration. L'incroyable pouvoir du souffle. J'ai été bluffée parce que le souffle pouvait apporter au corps. Et avec des exercices sur le souffle. Le souffle peut aider au sommeil, enfin, à régénérer le corps, parce qu'on ne souffle qu'à
peut-être 50% de nos capacités. On remplit. En fait, on est tout le temps sous le coup du stress et tout, donc on respire, on remplit. On respire pas entièrement. On remplit pas nos poumons entièrement et on n'expire pas entièrement l'air quand on respire. Et du coup, ça crée des blocages mentaux et ça crée des blocages physiques parce que l'air, c'est celui qui apporte du CO2 à nos cellules et nos cellules, étant donné qu'on respire mal, sont sous-oxygénées. Ce qui fait que voilà, on n'est pas à fond, on n'est pas dans le plein potentiel de nos capacités. Voilà. Donc, j'ai pas fini de lire, comme tu peux le voir. J'abuse en fait. J'abuse de commencer des livres et de ne pas les terminer. Ça, c'est un livre que je devrais mettre en priorité, donc je le mets de côté. Les autres livres sur la santé, pour le coup, que j'ai lus, celui-là, je ne l'ai pas lu. Conduction de l'énergie, donc c'est un petit fascicule qui date de 1988. La conduction de l'énergie, qu'est-ce que la santé, le terrain de la santé, apprendre à s'apprécier, l'imagination constructive, donc c'est très développement personnel et spirituel, mais la pratique de la relaxation, en fait tout ça permet que notre corps reste en bonne santé. La pratique de la visualisation, le bâillement, la chaleur du corps, voilà, que des trucs très simples et normaux de la vie, en fin de compte, qu'on oublie, qu'on a mis de côté de génération en génération parce que la comment dire les choses sans avoir des problèmes avec YouTube. La santé allopathique, Big Pharma, attends, je vais dire le mot, hein. Aujourd'hui, c'est eux qui ont tout le marché de la santé et ça rapporte de la thune. Et en fait, on met de côté tout ce qui est la santé naturelle, en fait, le bien-être, la respiration, etc. On voit bien aujourd'hui comment il y a de la chasse aux sorcières contre les herboristes, les homéopathes en France. Je vais te donner un exemple tout con. C'est de temps en temps, je fais une purge des intestins. Et pour faire cette purge, je bois de l'huile de ricin. Et j'avais plus d'huile de ricin que j'avais acheté sur un site internet. Et je voulais en avoir d'urgence parce que je voulais faire une cure là, ce week-end. Et je suis allée à la pharmacie. Je suis allée dans une grande pharmacie, l'Apothicari, je sais pas quoi, c'est une grande pharmacie et tout. Genre une pharmacie supermarché, quoi. Je vais à l'accueil, je demande à la dame de l'huile de ricin, elle me fait je connais pas l'huile de ricin. Je dis ah bon, vous connaissez pas l'huile de ricin et tout Elle dit ah non, nous on vend pas ici, on vend pas ici, je sais pas ce que c'est, j'en ai jamais vu. Mais vous pourrez trouver. Et j'étais dans un centre commercial. Elle me dit vous pourrez le retrouver au rayon des huiles à Carrefour. Dans ma tête, je me suis dit on est dans une pharmacie et une pharmacienne me dit qu'elle ne connaît pas l'huile de ricin et les vertus de l'huile de ricin. On en est là aujourd'hui, la médecine. Voilà, je m'arrête là. Je ne vais pas polémiquer sur le sujet, mais voilà. Donc, revenons à l'alimentation saine, à une guérison saine de notre corps et de notre esprit, à des basiques en fait, hein, comme vivaient nos grands-parents. Moi, mes parents me racontaient qu'ils faisaient une cure d'huile de foie de morue une fois par mois, ou une fois toutes les 2 semaines, je ne sais plus quand. Et ils faisaient la queue devant leur maman pour prendre leur petite cuillerée d'huile de foie de morue. C'était dégueulasse, mais en fait, c'est des trucs... Même quand j'étais petite, je me rappelle que ma mère, elle nous vermifugeait. Elle nous faisait boire du Vermox régulièrement. Aujourd'hui, les parents ne savent même pas c'est quoi du Vermox. Ils ne vermifugent jamais leurs gamins. Et pourtant, on sait que l'intestin, c'est la cause... Les parasites et les vers dans les intestins, c'est la cause numéro 1 des maladies. Y compris l'autisme. Ça a été prouvé, hein. Donc, aujourd'hui, la médecine ne te dit pas de nettoyer tes intestins. Ils ne te disent pas de purger tes intestins. Pourtant, c'est la règle numéro 1 pour être en bonne santé, pour avoir une clarté d'esprit, etc.
Bref, j'ai lu celui-ci, Bien alimentairement vôtre, donc ça parle de la particularité de tous les aliments que tu peux associer ou pas, parce qu'en fait, selon les associations d'aliments, en fait, tu crées de l'inflammation dans ton corps. Le but, c'est d'avoir une alimentation alcaline et non inflammatoire. Voilà, donc intéressant. Donc là, il te donne des tips et des formules toutes prêtes, des menus tout prêts pour t'en inspirer. Il parle de la consommation d'eau, l'alimentation et le sport, à propos de l'homéopathie, etc. L'automédication hygiéniste. Voilà. Ils utilisent le jeûne, la diète, les fruits, les légumes, les céréales. J'ai lu celui-là, j'ai lu celui-ci, Un esprit sain dans un corps sain, des éditions Exuvie de Fabien Moine. Il a une chaîne sur YouTube qui est hyper intéressante. Tu peux aller regarder, donc il parle des bienfaits du jeûne, où trouver les bons nutriments dans les aliments, quels aliments, etc. Les propriétés de tous les aliments, encore une fois. Et il y en a un troisième qui est... Est-ce qu'il n'est pas tombé par terre? Où je l'ai mis? Attends, il faut que je le trouve avant que je passe à autre chose. Est-ce que je ne l'ai pas laissé là-bas? Non, il n'est pas là-bas. Ah ben non, je t'ai parlé de tout. Voilà, je te les ai tous exposés. Donc l'hygiène vitale pour votre santé, pareil, il parle des crises du corps, de l'hygiène vitale, l'hygiène de base, la vie des cellules de l'organisme humain. Donc voilà, ça c'est la vision hygiéniste. Hein, ce sont des auteurs, des hygiénistes du XXe siècle. Tu vois, c'est écrit 90 francs. Donc voilà, très intéressant, hyper intéressant. J'ai appris plein de choses, j'ai appliqué plein de choses. C'est difficile aujourd'hui d'appliquer les choses parce qu'on sait que ce qu'on trouve dans les supermarchés, les fruits et légumes, manque de nutriments. Ça coûte cher de manger tout bio, mais je fais des choix pour certaines choses que je mange bio. Par exemple, tout ce qui est huile, mes huiles. J'achète des huiles pressées à froid, des huiles vierges pressées à froid. Je privilégie les huiles dans les bouteilles de verre. Enfin, il y a plein de choses comme ça que j'ai transformées. L'eau, je bois de l'eau filtrée dans un... Comment s'appelle cette marque-là? Tu sais, les grands fûts... voilà, qui filtre au charbon noir. Ça fait plus de 2 ans. Ça fait 2 ans maintenant que je le fais. 1 an et demi que je le fais. Donc voilà, plein de petits tips comme ça que je mets dans ma vie. Après, on reste humain. Ça m'arrive de temps en temps d'aller bouffer des kebabs. Je mange plus au McDo. Ça fait peut-être 4 ans que j'ai pas bouffé au McDo. Mais voilà, de temps en temps, je me fais une pizza. Voilà. Et je suis une gourmande. Donc voilà. Mais dans 80% des cas, sauf quand je suis au boulot, ou quand je mange au resto, ou que je mange dehors, ce qui est très très rare, je ne commande jamais de Uber Eats. Je boycotte moi tout ce qui est Uber Eats et Deliveroo. Pour moi, c'est de l'esclavage moderne. Après, c'est mon point de vue. Hein. Si je veux quelque chose à emporter, j'habite en ville, je descends et je vais l'acheter moi-même. Je mange, je cuisine. Voilà, ça prend du temps, ça demande de l'organisation. Je prends 1 heure minimum par jour pour cuisiner, mais c'est pour mon bien. On passe à la suite. On va parler de livres de tarot. Je voudrais te parler du livre de tarot de la copine Mirette, Fanny. Fanny du compte Instagram chez Mirette, elle a quitté un peu Instagram, elle s'est un peu détachée des réseaux sociaux. Elle a raison, elle a écrit ce livre du tarot enluminé au tarot de Marseille, que tu peux trouver sur Amazon. La couverture a changé. Là, j'ai la première couverture qui a été faite. J'aime beaucoup la deuxième couverture qu'elle a faite. Et en fait, c'est un exposé sur les 22 arcanes majeurs. J'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup. Je n'ai pas lu de A à Z. Par contre, quand j'étudie une carte, je vais prendre son bouquin et j'étudie la carte. Par exemple, pour le battleur, on a l'étymologie de la carte. Ensuite, on a de la numérologie avec le nombre.
On a la description de la carte du tarot italien. Voilà. Ensuite, on a le tarot de Marseille, la description de la carte et, les explications. C'est marrant parce que... Et le livre, il est frais comme elle. Je ne sais pas si tu connais Fanny. C'est une femme marrante, elle est fraîche, elle est solaire et tout. Et son livre est frais et solaire comme elle, quoi. Elle met une table est soigneusement disposée devant lui, on parle du battleur, hein, affichant une sélection variée d'artefacts tels qu'un jeu de dés ou de balles, un couteau, une coupe, des deniers et un sac. Est-ce un ami de Mary Poppins qu'elle dit? C'est drôle. Ensuite, elle parle d'identification à des personnages de la pop culture ou voilà, de la société. Robin des Bois, le businessman. Un questionnement, si le battleur nous interroge avec des prompts comme ça, comment j'utilise mon charme pour réussir, c'est aussi des prompts qu'on peut utiliser avec des cartes, tirage de cartes, interprétation traditionnelle, donc on a les mots-clés, positifs et négatifs, et ensuite il y a le bonus. Donc en fait, dans le bonus, elle va voir plein de choses. Là, par exemple, elle parle de bastel, l'expression populaire mener quelqu'un en bateau. Et elle parle de ce mot-là parce qu'il y a dans ce mot-là l'étymologie du batelier. Le batelier, le bateleur, le conducteur de bateau. Donc elle va un peu plus loin sur la carte. Elle a fait des recherches hyper intéressantes. Voilà. Et ensuite, il y a la conclusion sur la carte. Donc on a pas mal de pages comme ça. Pour toutes les arcanes majeures, tu vois, par exemple, pour la papesse, pardon, pour l'identification, Hermione Granger de Harry Potter, Junon, la papesse Jeanne, Sainte-Claire d'Assise, Jeanne d'Arc. Et en bonus, elle parle de la tiare pontificale, elle parle des 2 colonnes d'Hercule, du symbolisme de la carte. Et puis en conclusion, voilà, tu fais une conclusion et tu as ça pour chaque carte. Et franchement, il est super. Moi, j'adore. Donc après, à la fin, je te fais une petite review rapide, hein, parce que je n'ai pas fait de review de ce livre. Et pourtant, il est tellement intéressant. Peut-être devrais-je en faire une. Ouais, je pense que je vais en faire une. Je vais prendre le temps d'en faire une pour faire de la publicité à son livre. Parce que Fanny est une personne que j'apprécie beaucoup, avec qui je discute beaucoup et on a beaucoup de points communs ensemble. Et elle a fait un travail de dingue et il faut le mettre en avant, quoi. Donc elle parle du lien mystique entre les 22 arcanes du tarot et les lettres hébraïques, des tirages pour le quotidien. Donc tu vois, il y a plein de choses. Méditer avec les arcanes majeures. Donc ouais, il est super complet son bouquin. La guidance dans la prise de décision, le choix de l'arcane majeur, enfin bon voilà. L'art et la manière de tirer le tarot au quotidien. Le tarot avec les enfants. Le tarot dans la magie. Non, c'est un super bouquin. C'est un super bouquin à avoir. Moi qui ai plein de livres de tarot, celui-là, il sort vraiment du lot. Il sort vraiment du lot. Donc je te le conseille. Premier livre sur le tarot que j'ai... Non, pas le premier. Hein. J'en ai acheté plein d'autres, mais je te dis que je ne faisais pas dans l'ordre chronologique. Donc un autre livre sur le tarot que j'ai acheté cette année et je t'en ai parlé. Est-ce que j'ai acheté des livres sur le tot? Je crois pas cette année. J'avais fait une review, les livres que j'utilise pour étudier le tot. Peut-être que je devrais faire une mise à jour parce qu'il y a des nouveaux livres qui sont arrivés pas cette année, mais l'année en 2024. Je t'ai parlé de ce tarot, Kabbalah et Tarot of the Spirit. J'en ai parlé dans la vidéo sur le bilan. C'est un jeu que j'ai utilisé beaucoup en début d'année 2025. Et c'est un livre que j'ai beaucoup utilisé aussi. Il parle de la Kabbale. Après, c'est une dame qui est dans la franc-maçonnerie, me semble-t-il. Je crois, hein.
qui, voilà, qui a dessiné son propre jeu avec sa fille. Sa fille a dessiné les arcanes et elle a écrit des bouquins. Et c'est un livre très très riche, très très dense. Donc il y a une partie sur la Kabbale, il y a une partie sur l'astrologie. C'est un livre que j'aime beaucoup. C'est une référence pour moi. Je vais souvent sur ce livre-là quand j'ai un tarot de Thoth en main ou un tarot tout court. Si je veux aller approfondir, je l'ai utilisé beaucoup, par exemple, quand j'ai étudié les décans walk. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant du Decan Walk, je vais me commander le livre qui s'appelle Scipion 777, je crois, si je ne me trompe pas. Le livre qui correspond au tarot, le Telos Tarot 777 de M.M. Moline, qui est sorti au mois de décembre. Et je vais recommencer à faire l'étude des décans à partir de mars. Donc je vais l'acheter pour qu'il soit là au mois de mars, pour que je commence avec le bouquin. Je ne sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je vais vous partager les choses, peut-être faire des vidéos, j'en sais rien. En tout cas, bref. Ça, c'est le deuxième livre que j'ai acheté sur le tarot. Et le troisième que j'ai acheté sur le tarot. J'ai pas acheté beaucoup de livres sur le tarot cette année. Les années précédentes, j'en achète beaucoup plus. Le tarot magique de Frédéric Lionel. Ce tarot-là, on le trouve sur Etsy. Mais je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas si c'est l'original qu'il y a sur Etsy, si ce n'est pas des répliques. Et donc, je te lis le résumé. 4,50 €. Je crois que je l'ai acheté pour 4 € sur Vinted. Un truc comme ça. Bien évidemment, j'ai commencé à le lire et je ne l'ai pas terminé. L'enseignement prodigué jadis dans les centres initiatiques tant d'Égypte et de Grèce devrait permettre à l'adepte ami à la connaissance des mystères d'exprimer l'intelligence dépouillée des voiles que tisse l'ignorance. Les sages de ces époques lointaines voulurent préserver la gnose révélée, pour la transmettre aux futures générations en souhaitant la soustraire à l'oubli et à l'anéantissement. Dès lors, la confier sous forme de rébus symbolique à ce qui pouvait être pris pour un jeu était une tentative géniale. Les héritiers d'une des plus anciennes traditions de l'humanité se doivent de décrypter les messages que recèlent les lames du tarot, dépouillées des oripeaux qui les déforment. Seul un retour au graphisme symbolique peut les rendre accessibles à l'homme moderne et lui ouvrir la voie qui, étape par étape, conduit du monde mental à la compréhension supramentale. Le graphisme symbolique adapté au rythme de notre temps est seul en mesure de lui révéler l'essence d'une magie ou sapience mystique, terme désignant la connaissance des lois secrètes de la vie dans les fonds abyssaux de la nature. Le graphisme symbolique, par le fait même de son dépouillement, facilite la compréhension globale d'une initiation qui a profondément influencé l'évolution spirituelle et scientifique de l'Occident. Un jeu de 24 cartes correspondant aux 22 lames majeures, donnant une nouvelle dimension à l'aspect divinatoire dont le tarot support d'une ancestrale sagesse et le mystérieux miroir est disponible chez le même auteur. Donc en fait, peut-être qu'il faudrait avoir... Non, mais parce qu'il est intéressant au-delà même d'avoir le jeu avec pour l'étudier. Les images sont disponibles sur Pinterest, par exemple. Donc on peut aller les chercher. Et c'est lui qui a créé ce tarot, le Magic Tarot. C'est Frédéric Lionel, c'est ce monsieur-là. Les étoiles. Ok. Donc ouais, ça c'est un livre que je vais sûrement lire cette année. J'ai beaucoup de livres à lire cette année. Ensuite, on passe à autre chose que les livres sur le tarot. Je vais te parler d'alchimie. Alors, je sais pas. Le matin des magiciens. Je sais pas si tu connais. Je l'ai acheté chez Gibert d'occasion.
Il est intéressant. Il est assez ardu, j'ai trouvé, à lire. Mais plein de sagesse. Plein de sagesse. Et bien sûr, je ne l'ai pas terminé. Je m'en suis arrêtée à la page 96. Hein. De toute façon, tu vois où j'en suis hein, quand je laisse des marque-pages comme ça. Mais je suis sûre qu'il est plein de sagesse. Il est plein de... On dit que c'est un livre un peu ésotérique, conspirationniste, je crois, hein, si je ne me trompe pas. Mais bon, on sait qu'aujourd'hui, conspirationniste, ça veut dire qu'on dit la vérité, qu'on décèle des choses vraies. Et ça ne plaît pas à la doxa qu'on découvre des choses vraies. Donc du coup, on passe pour des conspirationnistes. Donc j'ai trouvé au début qu'il était très mathématique et très... je sais pas pourquoi j'ai ce souvenir-là. Très mathématique et très scientifique. Je sais pas pourquoi. Ah, parce qu'il parlait de science. Il parlait de science et ça m'avait un peu paumé. Je crois que c'est pour ça que je l'ai arrêté. Mais je vais insister parce que on m'a dit beaucoup de bien de ce livre. Et en tout cas, c'est un classique des bouquins ésotériques. Donc voilà. Le livre d'après sur l'alchimie, c'est le livre d'un ami, Jeff Le Chatman, qui m'a fait découvrir beaucoup de choses sur l'ésotérisme. Il a écrit La chimie du verbe, Rennes le Château. Il habite vers là-bas d'ailleurs. Et il a écrit ce bouquin sur la langue des oiseaux. Donc c'est un essai. La chimie du verbe, Rennes le Château. Que ce soit dans le mythe monothéiste comme dans les plus anciennes traditions, le verbe divin est à l'origine de la création du monde. La chimie du verbe propose d'apporter un éclaircissement à ce grand mystère métaphysique par l'étude de ce qui fut jadis appelé parmi bien d'autres noms la langue des oiseaux. Une alchimie verbale ouvrant la voie vers une dimension occulte et universelle de notre langage humain, jusqu'aux frontières même du réel. Cet itinéraire initiatique nous mènera aux portes de la célèbre commune de Rennes-le-Château dans l'Aude, où la mise en pratique de cette langue alchimique livrera ainsi l'interprétation de son église, jusqu'alors inédite. Donc Jeff Le Chatman est né à Paris en 77, voilà. Autodidacte dans ses recherches, il n'appartient à aucun cercle de pensée particulier. Je le confirme, pour avoir beaucoup discuté avec lui. Depuis l'adolescence, il cultive le goût de se poser des questions existentielles et une attirance pour le symbolisme, ce qui l'a amené à s'intéresser à l'étude de l'ésotérisme à travers ses multiples aspects. Sa quête de connaissances le conduit dans l'Aude jusqu'à l'illustre village de Rennes-le-Château et ses environs. Il est même parti vivre là-bas pour te dire comment il est passionné. Et il a écrit ce bouquin-là. Donc en fait, c'est très fourni, hein, très dense. Il n'est pas très gros. Mais il y a énormément d'informations. Donc, il parle de l'abbé Boudet, et la vraie langue celtique, le langage des anges. Et la partie que j'ai aimée, le symbole, enfin, j'ai aimé tout le bouquin. La partie que j'ai aimée, c'est où il balaye les lettres de l'alphabet et il parle du langage des oiseaux. Et du langage des oiseaux, pas seulement, tu vois, il parle du tarot de Marseille, pas seulement en français, mais aussi en anglais. Tu vois, il y a des choses qu'on ne soupçonnerait pas. En anglais aussi, il y a une langue des oiseaux c'est une langue latine. Enfin, est-ce que c'est une langue latine, l'anglais? Je crois pas. Je sais pas. Peut-être que je dis des bêtises. Mais en tout cas, il y a des mots qu'on retrouve dans plusieurs langues et tout. On peut les relier de langue à langue et ça crée une langue des oiseaux. C'est assez extraordinaire. Ils parlent aussi des lettres hébraïques. La mère Mother et la mère Si, la Sainte Vierge Marie, représentent la lune qui se traduit par le mot moon en anglais. Avec le nom anglais moon, nous pouvons établir le rapprochement phonétique avec la monnaie. C'est en effet la dame d'argent qui préside aux liquidités pécuniaires. Donc tu vois, il fait des ponts comme ça. C'est hyper riche. C'est une lecture que je conseille. T'as entendu mon ventre?
Il a faim, il est 17h30 et je lui ai pas donné à manger, le pauvre. Je n'ai mangé que 3-4 olives et bu 3 cafés. Donc l'alchimie du verbe, Rennes le château. Et le dernier bouquin sur l'alchimie, non j'en ai 2 encore, que je me suis procuré cette année. C'est Marie-Louise von Franz, l'alchimie, une introduction au symbolisme et à la psychologie. Est-ce que je l'ai acheté en 2025 celui-là ou en 2024? Je sais plus. Est-ce que j'ai pas le ticket de caisse? Parce que des fois j'ai les tickets de caisse dedans. Je l'ai acheté à la Fnac. Et je me suis arrêtée à la page 86, bien évidemment. Bien évidemment. Tu vois, peut-être que je me suis arrêtée parce que j'étais pas prête. Et peut-être que je suis plus mûre aujourd'hui ou je serai plus mûre demain pour comprendre ce livre. Donc, Marie-Louise von Franz était une élève de Jung. Ouais, élève et continuatrice de Jung. Voilà. Donc, elle a écrit sur l'alchimie et c'est un question-réponse de ses étudiants, en fait. Et ça parle de symbolisme, ça parle d'alchimie, ça parle d'archétypes. Je l'ai lu, je t'avouerai que j'ai pas tout compris. Mais comme je dis, peut-être que j'étais pas prête. Et peut-être qu'aujourd'hui, avec plus de recul... Non, je l'ai acheté en 2024, ce livre. Je l'ai acheté en 2024, donc non. Enfin... Je l'ai acheté en 2024. Je l'ai acheté en même temps que le livre de Boucher, Paul Boucher. Je crois qu'il s'appelle. Bon, ben tant pis. Bon, il est là, il s'est perdu là. Donc ça, c'est un livre... Peut-être qu'aujourd'hui, je comprendrai mieux, en fait, qu'en 2024, ce qui est écrit. Entre-temps, j'ai acheté ce livre, Le savoir sacré des alchimistes, que j'ai trouvé chez Emmaüs, en Normandie, que j'ai commencé à lire dans le train. C'était le 25 octobre 2025. Et que, évidemment, j'ai pas terminé. Et pour le coup, là, j'ai compris. Parce que j'ai compris, en fait... en quoi consistait l'alchimie, quelles étaient les différentes phases. Et j'ai compris, ce que j'ai lu jusque-là, la calcination, j'ai compris. Donc c'est un livre, il faudrait juste que je continue à le lire voilà. Faudrait juste que je continue à le lire, quoi. Savoir cacher des alchimistes. Très intéressant cette collection, je l'ai beaucoup aimée. Je vais te raconter un truc. Mes parents, ils habitaient à Paris. Et quand j'ai eu quelques mois, en fait, ils sont allés habiter en Côte d'Ivoire. Et mes parents, ça l'est toujours, ma mère un peu moins aujourd'hui. Elle préfère regarder des vidéos. Mon père, c'est toujours un lecteur chevronné. Et quand ils habitaient en France, mes parents, ils avaient une collection de livres incroyable. Mon père, il avait toute cette collection de ces livres noirs-là. Je me souviens parce que quand je venais en vacances en France, qu'on allait chez ma tante et mon oncle avaient une maison à Miramont, à côté de Marmande, pas très loin de Bordeaux. Et tous les livres de mes parents qu'ils avaient achetés dans leur jeunesse étaient stockés chez eux. Donc il y avait toutes les collections de Paris Match de 1950 à 1980, je crois, qui étaient reliées en cuir. Il y avait toute cette collection-là, des livres noirs là, sur les ovnis, sur tous les mystères du monde. Ils avaient toute une collection de Gélus. Tu sais, les Gélus, les livres noirs, à l'époque, ils étaient noirs, et après, ils sont devenus rouges. La collection ésotérique et mystère, etc. Et ma mère avait toute une collection de livres d'art sur toutes les civilisations anciennes. Elle en avait une quinzaine. Et en fait, ils sont restés chez ma tante et mon oncle à Miramont. Et quand ils ont vendu leur maison, ils ont donné la collection, enfin, ils ont donné à garder la collection à la petite sœur de papa, qui habitait à Limoges à l'époque avec son mari. Donc, ils ont gardé les livres à Limoges et tout pendant un certain temps. Et à un moment donné,
le mari de ma tante a hérité de la maison de famille de Saint-Chinian. Donc, ils ont déménagé à Saint-Chinian. Et quand ils ont déménagé à Saint-Chinian, ils n'ont pas emmené les livres avec eux. Ils les ont donnés à garder à des amis. Des amis, voilà. Et donc les amis, quand mes parents ont voulu récupérer quelques années après la collection des livres parce que mes parents, ils sont revenus s'installer en France, là, dans les années... Après, j'avoue, hein, les livres, ils sont restés 30 ans. Ils sont restés 30 ans chez les gens. Mais bon, faire envoyer tout ça en Côte d'Ivoire, c'était des... Enfin, les livres d'art, déjà, un livre, il pèse 5 ou 6 kilos. Donc imagine, c'est des gros bouquins comme ça, comme ça. Donc les faire venir en Côte d'Ivoire, payer le bateau et tout, ça coûtait cher. Bon, et quand mes parents sont venus se réinstaller en France en 2020, en 2018, ils ont voulu récupérer la collection. Et en 2008, pardon, mes parents sont venus s'installer en France, en 2008. Et ben en fait, ils ont dit qu'ils ont perdu. Ils ont perdu toutes les collections de mes parents. Pourtant, c'était dans leur cave ou dans leur grenier. En tout cas, dans une maison bien au chaud, quoi. Enfin, tu les mets dans la cave ou ton grenier. Si tu déménages pas, en fait, tu les laisses là. Et puis surtout que mes parents prenaient des nouvelles souvent de leurs bouquins. Oui, oui, ils sont là. Oui, oui, ils sont là, vos bouquins. Vous inquiétez pas. Et quand ils ont voulu les récupérer, ben, ils avaient vendu, ils ont dit que toute la collection de mes parents avait disparu. Mon père, il avait une 50aine de bouquins comme ça. Il avait, je t'ai dit, tous les Paris Match reliés. Je parle beaucoup là. C'est 56 minutes que je parle. Ça va encore durer 3 plombes cette vidéo. Je m'en excuse d'avance. Et donc ma mère a récupéré sur ses livres d'art, enfin sur tous les livres, elle a récupéré que 10 livres d'art. Voilà. Et encore, elle a récupéré que les bouquins parce que toutes les rayures en cuir avaient disparu. Voilà. C'est la petite anecdote. J'aurais bien voulu hériter de tous ces livres. Ils auraient été chez moi parce que ma sœur, c'est pas une grande lectrice. Hein. Enfin, elle n'a pas les mêmes centres d'intérêt que moi, qui sont, voilà, où on se laisserait partager, j'en sais rien, mais en tout cas, j'aurais eu accès à tous ces bouquins. Donc voilà, le savoir caché des alchimistes. Donc ce bouquin, c'est un peu un livre historique sur l'histoire de l'alchimie, et on balaye aussi toutes les phases alchimiques. Tu vois, il y a Nicolas Flamel. Très intéressant. Bon, ensuite, on va terminer cette vidéo qui va être beaucoup trop longue. On a bientôt fini. Les livres, qu'est-ce que j'ai acheté comme livre? Tiens, j'ai ça sous la main. J'ai acheté la Bible de l'Ancien Testament, la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Traduction écuménique de la Bible. J'ai acheté une Bible, mes amis. Parce que je n'ai jamais eu de Bible à la maison. Quand j'étais petite, j'avais les Bibles illustrées. Quand j'étais petite, il y avait en Côte d'Ivoire, il y avait les témoins de Jéhovah qui venaient souvent sonner à la porte. Et j'adorais sortir, les écouter. Tu sais, ils me racontaient des histoires sur la Bible et tout. Je trouvais ça extraordinaire, les histoires sur Noé. Et du coup, je n'ai pas lu la Bible, mais étant donné qu'ils m'ont raconté énormément d'histoires pendant des années, ils venaient à la maison, ils venaient sonner, me raconter des histoires tout en sachant, je pense qu'ils savaient que j'allais jamais rentrer dans leur mouvement témoin de Jéhovah. Mes parents, ils étaient derrière, ils allaient jamais laisser faire, hein, mais ça m'intéressait pas non plus de rentrer dans leur secte. Mais ils me racontaient des histoires et tout, et ils m'avaient donné des livres sur la Bible illustrée. Ils m'avaient donné des livres sur la Bible illustrée que j'ai gardé. J'ai gardé. Et puis quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire, et mes parents, quand ils ont quitté la Côte d'Ivoire, ils ont vendu en fait toutes mes affaires. Donc je les ai plus. Ça, tu vois, c'est l'inconvénient de vivre à l'étranger. Et beaucoup de mes affaires de mon enfance ont été données, ont été vendues. Et il me reste quasiment rien en fait. Des souvenirs.
Et donc la Bible, pourquoi j'ai acheté la Bible? Parce que je trouve ça intéressant en fait, de lire la Bible. Alors je la lis pas, hein, mais par contre de temps en temps, je fais de la bibliomancie. Hop, je l'ouvre. Et là on tombe sur quoi? Supériorité du scribe sur l'artisan. La sagesse du scribe s'acquiert à la faveur du loisir. Celui qui a peu d'affaires à mener deviendra sage. Comment deviendrait-il sage celui qui tient la charrue, dont l'orgueil se borne à brandir l'aiguillon, qui mène des bœufs, passe sa vie dans leurs travaux, et parle seulement de jeunes taureaux? Il applique son cœur à tracer des sillons, et ses veilles se passent à donner le fourrage des génisses. Ainsi en va-t-il de tout compagnon ou maître charpentier, qui de nuit comme de jour est occupé, de celui qui grave des sceaux en entaille et sans relâche varie les motifs. Il applique son cœur à reproduire le dessin, et ses veilles se passent à parfaire son œuvre. Ainsi en est-il du forgeron assis près de l'enclume, l'attention fixée sur les travaux du fer. C'est intéressant ça. Et je me dis en fait que je fais de la bibliomancie comme ça et je lis le passage et je trouve que la Bible a plein de leçons à donner, des leçons de vie, des leçons spirituelles. Voilà, donc j'aime bien. Et puis des fois, tu sais, je regarde des émissions, pas des émissions chrétiennes, mais tu sais, des émissions ésotériques qui ramènent à la Bible et tout. Tu vois, par exemple, Ézéchiel, le passage sur Ézéchiel. On en parle beaucoup du passage sur Ézéchiel, il me semble, en rapport avec Enoch, non? Si je me trompe pas. Peut-être que je me trompe. Si j'y connais pas grand-chose hein, à la Bible. Enfin, si je connais les histoires de base, Jonas, Noé, tu vois, les Samson, les grandes épopées, les grandes histoires, la Genèse. Voilà quoi, mais... Donc c'est passionnant. C'est passionnant. Donc voilà, je me suis acheté une Bible. Et je vais m'acheter un Coran et une Torah aussi. Parce que c'est important d'avoir les livres saints chez soi. Même si je ne suis pas dans la religion. Mais voilà. Ensuite, j'ai bientôt fini, hein, les gars. J'ai acheté les livres de René Guénon, La crise du monde moderne, que j'ai lu et que je suis en train et que j'ai relu. Je suis en train de le relire en fait, je l'ai lu une fois. Hein. Hyper intéressant. Vraiment, il dépeint la crise du monde moderne. C'est hyper actuel. Hyper actuel. J'ai acheté La Reine de la Quantité. Tu sais, c'est le livre que j'ai acheté à l'occasion, Le règne de la quantité. Et les signes du temps, c'est la suite de la crise du monde moderne. Je crois que la crise du monde moderne a été écrite après celui-là. Mais celui-là et la crise du monde moderne, apparemment, vulgarise un peu le règne de la quantité des signes du temps. Je sais pas. Je te dis peut-être des bêtises. Mais... ouais. Donc j'ai adoré le lire, surtout que j'ai regardé beaucoup d'émissions où on parle de René Guénon, j'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube sur lui et j'ai beaucoup aimé ce livre, La crise du monde moderne. À lire pour comprendre un peu l'effondrement de notre monde et comment aujourd'hui on est dans l'antitradition et voilà, et qu'on va droit dans le mur quoi, clairement. Et symbole de la science sacrée, ça, c'est un livre que je feuillette. Il y a des symboles intéressants, la caverne et le labyrinthe. Donc là, c'est tous les symboles qui concernent le symbolisme de la forme cosmique, la chaîne des mondes, voilà. Donc j'ai pas l'intention de le lire de A à Z, j'ai l'intention de le feuilleter plutôt. Tu vois, par exemple, j'ai lu cette partie, quelques aspects du symbolisme de Janus. D'ailleurs, ça serait intéressant de le relire parce qu'on est au mois de janvier et le mois de janvier correspond à Janus.
Donc on parle de mythologie, on parle d'astrologie et tout, tout ce que j'adore, quoi, tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Ensuite, j'ai acheté ce livre, Dans l'ombre des cathédrales de Robert Ambelin. Robert Ambelin qui a écrit plein de bouquins que je vais sûrement me procurer un jour et que je vais lire un jour. C'est sur l'histoire des cathédrales et notamment tout ce qui est symbolisme et ésotérisme dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc voilà, le portail du jugement dernier, c'est pour ça que je l'ai acheté. Très intéressant. Franchement, je crois... Alors, j'ai très peu avancé dans ce livre parce que je crois que j'ai relu 4 fois. J'ai relu 4 fois l'introduction jusqu'à la géométrie philosophale. Je crois que j'ai relu 4 fois ces pages pour vraiment m'en imprégner, tu vois. Par exemple, la légende d'Hiram et l'ésotérisme luciférien, hyper intéressant. Et je suis revenue dessus plusieurs fois. Et tu vois, là, je me rends compte qu'il faudrait peut-être que je tienne des fiches de lecture des livres que je lis. Parce qu'il y en a beaucoup, en fait, je retiens pas grand-chose. Je retiens très peu de choses, étant donné que je m'intéresse à beaucoup de choses en même temps. J'ai un cerveau aussi éclectique que tout ce que je fais et tout ce dont je m'intéresse. Donc, c'est compliqué pour moi. Tu vois, par exemple, clairement, cette histoire des Imran, là, c'est hyper intéressant parce que je crois que, tu vois, là, je me rappelle même plus. Je te dis, je crois que... Parce que même si je l'ai lu 4 fois, comme je t'ai dit, ça parle de Adam et Ève, de la création. Ça parle de la création des hommes, il me semble. Si je ne me trompe pas. Caïn, ouais, de Caïn, de Abel et Caïn. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, ouais, faire des fiches de lecture, mais ça voudrait dire passer beaucoup plus de temps sur un bouquin, parce que tu prendrais... d'ailleurs, je me suis fait un carnet pour la lecture. J'ai passé ma journée aujourd'hui à lire le livre qui va avec le tarot que j'ai reçu pour Noël, là. J'arrive. Voilà. J'ai passé ma journée, ma soirée et ma matinée à lire The First Occult Tarot de Robert M. Place, qui est hyper intéressant. Je vais vous faire une vidéo et je vais vous montrer, en fait, j'en suis là, hein, j'en suis aux arcanes majeures et j'ai pris des notes. Voilà mes notes. Donc, je vais faire une vidéo sur ce tarot que je trouve extrêmement... Waouh, waouh, waouh. J'aimerais pouvoir le connaître sur les bouts des doigts pour pouvoir faire des consultations avec. Et enfin, pour terminer, je vais te parler des livres que me suis procuré sur Aleister Crowley. Donc, ce sont les livres d'une petite maison d'édition qui s'appelle Zoanima, qui est une petite maison d'édition limoise. J'ai pris aussi ce bouquin-là, Le culte sauvage, très intéressant, qui parle du... On ne changera pas de paradigme civilisationnel en élisant un nouveau parlement, en misant sur le nucléaire ou en recyclant des bouteilles de plastique. On est d'accord ou pas ? Il faut abolir le capitalisme crépusculaire dans sa version thermo-industrielle, que nous pourrions appeler nécro-capitalisme. Cette mue en profondeur procède de la manière la plus simple qui soit. Pour en finir avec l'effondrement, il faut que s'effondrent les valeurs qui en sont la cause. J'ai adoré cette lecture.
Donc je l'ai acheté dans cette maison d'édition avec ces livres-là. Donc anthologie introductive à l'œuvre d'Alexandre Crowley. Il y a 3 volumes parce que tu sais que Alexandre Crowley me fascine. Et pour comprendre le personnage, il faut lire ses écrits. Donc en fait, c'est un condensé de ses écrits, de ses nouvelles, de ses journaux d'incantation, d'écriture, de journaux intimes, des extraits de ses livres, notamment les extraits de Moonchild, par exemple. Le Moonchild là, que j'ai acheté Moonchild là, en 2021 de la même maison d'édition, que j'ai lu en entier. Après, Aleister Crowley, Moonchild, c'est un bouquin à lire parce que c'est Aleister Crowley. Regarde comment c'est beau. C'est ésotérique, mais j'avais même pas vu qu'il m'avait donné ça. Je croyais que ça faisait partie du bouquin. Ah ouais. Tu sais, quand j'ai commandé chez Zoanima, ils m'ont envoyé plein de cartes postales que j'ai mis de côté là, des super cartes postales que j'ai l'intention d'encadrer et de mettre dans mon salon. Et celle-là, il y en avait d'autres. Hein. Celle-là, ils ont des livres sur William Blake aussi. Je vais acheter les livres sur William Blake qui vont sortir. Des super belles cartes postales. Il y a aussi des bouquins sur Sper. Attends, je vais cacher, il y a de la nudité, j'ai pas envie de me faire straquer ma vidéo. Sur Austin Osman Sper. Austin Osman Sper, dont j'ai acheté le tarot que je vais étudier cette année, étant donné que j'ai l'intention de ne pas acheter beaucoup de tarots, pour étudier les tarots que j'ai là. Donc en fait, voilà, le silence électrique et autres textes, la croisée des chemins et autres textes. Donc en fait, c'est des 8 conférences sur le yoga, c'est des textes d'Aleister Crowley, pour mieux comprendre sa pensée, quoi. Voilà. Et le dernier livre dont je vais te parler, c'est toujours un livre d'Aleister Crowley qui était en promo, cette fois-ci, que j'ai brûlé hier en faisant ma vidéo. Tu vois, j'ai fait ça, au-dessus de la flamme, et j'ai fait une marque sur le bouquin. C'est pas grave. Heureusement que je ne l'ai pas brûlé d'ailleurs. La vision et la voix d'Aleister Crowley. Je l'ai acheté celui-là parce qu'il parle des arcanes majeures dedans. Sa vision des arcanes majeures, mais en gros, c'est des extraits de ses journaux d'expériences ésotériques, d'incantation et de connexion avec des entités. Donc voilà, l'œuvre de Barzabel, l'œuvre d'Al-Boudiz, voilà, l'œuvre, et il y a l'œuvre de Paris, quelque part, voilà, 269, et j'ai lu la partie sur l'œuvre de Paris. Tu sais, c'est la partie où il s'est enfermé avec un mec à Paris pendant 12 jours, ou je ne sais plus combien de jours, et il s'est fait virer de Paris. Par la suite, il a pratiqué la magie sexuelle. C'est un personnage assez sombre, Aleister Crowley. Hein. La personne qui était avec lui est décédée. Le livre de l'art de haute magie, en fait, il convoque des entités. Alors, je découvre des choses sur Aleister Crowley. J'ai lu des biographies de Aleister Crowley. Une biographie de Isaac Regardi, son secrétaire, qui est aussi il faisait partie de la Golden Dawn, il me semble, et qui est aussi un auteur ésotérique très connu. Et puis d'une personne, une journaliste, qui a écrit aussi une biographie d'Aleister Crowley. Elle avait réussi à avoir les journaux intimes, accès à tous les documents personnels d'Aleister Crowley pour pouvoir écrire sa biographie. Parce qu'Aleister Crowley, il faut savoir qu'il écrivait tous les jours. Tous les jours, il journalait. Tous les jours, il avait un truc à écrire. Il mettait sur papier tous ses rituels. Donc tu vois, heure par heure, 23h40, voilà, il s'est passé que ça. Puis le temple fut fermé à 1h40. Et puis, il transcrit ses conversations avec les entités. Le jour de la pleine lune. Et aussi Donc, ils parlent, là, ils ont fait un rituel pour gagner de l'argent, je sais pas quoi.
C'est très nébuleux aussi. C'est un syncrétisme de tout. Bon, bah, c'est de l'ésotérisme du début du XXe siècle. Hein. Donc, voilà, les œuvres, le troisième œuvre, le rapport ésotérique. Donc, c'est tous les rapports de ces... J'ai pas tout compris, je t'avoue. J'ai pas tout compris, mais j'ai tout lu. Je sais pas si on peut comprendre entièrement ce qu'écrit Aleister Crowley. Voilà, je t'ai présenté tous les livres que j'ai achetés, que je me suis procuré en 2025. Je te souhaite une bonne soirée et puis je te dis à la semaine prochaine, peut-être pour une vidéo. Cette fois-ci sur tous mes jeux. Je vais pas sur tous mes jeux achetés en 2025. Qu'est-ce que j'en ai fait, qu'est-ce que j'en ai pas fait, ce que j'ai apprécié, ce que j'ai moins apprécié. Et qu'est-ce que je vais en faire, comment je vais les étudier, tout ça, tout ça. Tout le tintouin. Voilà, je t'embrasse fort. Je te dis à la semaine prochaine. Bonne soirée, bonne semaine. Portez-vous bien. Bye bye. Bisous.